1975, j'étais étudiant en droit, filière sciences politiques à Grenoble, et je rencontrais Marc Langeroux, chargé de conférences à l'Institut d'études politiques, auteur d'un livre, Le général de Gaulle, la vallée d'Aoste et la frontière italienne des Alpes. Une aubaine pour moi. La vallée d'Aoste est un territoire dont la langue originelle est l'arpitan, dans la variété locale valdôtaine, bien que le français ait été traditionnellement employé comme langue de culture. Elle a formé une unité politique avec le comté de Savoie dès le Moyen Âge. Elle possédait une législation propre, recueillie dans un coutumier et s'organisait parallèlement dans des congrégations générales. Lorsque la Savoie devint partie du royaume de Sardaigne en 1720, ces spécificités se maintinrent jusqu'à ce que le roi de Sardaigne les abolisse en 1848. De même que la politique italienne de Napoléon III, arrivé au pouvoir par son coup d'État de 1851, est marquée par le soutien de la France à l'unification italienne, la péninsule étant alors morcelée et dominée par l'Empire d'Autriche. En échange de l'aide de la France, le comte de Cavour, Premier ministre du royaume de Piémont-Sardaigne, promet à Napoléon III la Savoie et la ville de Nice. Napoléon III décide finalement de s'engager pour la cause italienne contre l'Empire d'Autriche en 1859. Le 27 avril 1859, les troupes autrichiennes pénètrent dans le royaume de Piémont-Sardaigne pour anticiper l'arrivée des troupes françaises. Le 3 mai 1859, Napoléon III déclare son intention de libérer l'Italie des Alpes à l'Adriatique. L'essentiel des opérations militaires de l'armée d'Italie se déroule en 2 mois sur le territoire de la Lombardie. Les premiers combats victorieux ont lieu à Palestro, Magenta, Solferino et San Martino durant les mois de mai-juin 1859. Un armistice est signé le 11 juillet 1859. L'Autriche cède la Lombardie à la France, qui la rétrocède au royaume de Sardaigne. De juillet 1859 à mars 1860, les duchés italiens se rallient les uns après les autres au mouvement unitaire, soutenu par l'opinion publique et le roi de Sardaigne, Victor Emmanuel. Ces annexions sont contrebalancées par le transfert du comté de Nice et du duché de Savoie à la France, 2 provinces francophones. 17 000 soldats français morts pour l'Italie à Solferino et 4 000 à Magenta. C'est au soir du 24 juin 1859 que l'homme d'affaires genevois, Henri Dunant, arrive à proximité du champ de bataille de Solferino, après la fin des combats entre les troupes piémontaises et françaises, sous la conduite de Napoléon III d'une part, et l'armée autrichienne d'autre part. Environ 38 000 blessés et morts se trouvent encore sur le champ de bataille, sans que personne leur prête assistance. Ce que voit Dunant l'ébranle au plus profond, et il organise alors spontanément la prise en charge des soldats blessés et des malades. 3 années après sa visite auprès de Napoléon III à Solferino, les blessures, les hurlements d'agonie et les odeurs nauséabondes hantent son esprit. Il ne parvient pas à les oublier. En 1864, Henri Dunant fonde le Comité international de la Croix-Rouge. Mon arrière-arrière-grand-père, François-Nicolas Beau, paysan languedocien recruté comme voltigeur, était à Solferino. Il en revint indemne. Mais en 1860, le Val d'Aoste fut séparé de la Savoie, annexé à la France par référendum, tout comme le comté de Nice. Tandis que la vallée d'Aoste, faute de communication facile avec la Savoie, était intégrée dans le nouveau royaume d'Italie. Jusqu'alors, l'usage officiel du français était garanti à la cour de Turin. Mais à partir de ce moment, les Valdôtains devinrent une minorité linguistique. Le français étant considéré comme une langue étrangère, les Valdôtains furent perçus
comme un élément étranger à la vie nationale italienne. Il en résulta des affrontements avec des fonctionnaires italiens hostiles envoyés dans la vallée à partir de 1861. Pourtant, depuis des siècles, le français était la langue officielle du Val d'Aoste comme de la Savoie. Alexis Hubert Jaillot était ingénieur, géographe et cartographe au service du roi Louis XIV. C'est lui qui traça cette carte du duché du Val d'Aoste, comme on disait au XVIIe siècle, qui montre clairement que le français était la langue officielle du duché. Vouloir la supprimer dès 1861 est une drôle de façon de remercier la France de son intervention décisive dans l'unification italienne. Mais Giuseppe Garibaldi, héros de l'unification de l'Italie, né à Nice en 1807, patriote italien, apporte son soutien à la République française en 1870. « Je viens donner à la France ce qui reste de moi. La France est une patrie que j'aime, dit-il. J'étais trop malheureux quand je pensais que les républicains luttaient sans moi. » Garibaldi organise l'armée des Vosges en 4 brigades sous le commandement de ses 2 fils, Ricciotti et Menotti. Les 21, 22 et 23 janvier 1871, Dijon est attaqué par 4000 Prussiens. Garibaldi sort victorieux. Un armistice entre en vigueur le 28 janvier 1871, mettant fin à la participation de Garibaldi. Mais revenons au Val d'Aoste. En 1873, l'Institut des maîtres, qui n'était pas du niveau de Garibaldi, affirma que les maîtres d'école de la vallée n'étaient pas autorisés à travailler sans avoir accepté l'adoption de l'italien comme langue de travail, et on réduisit l'enseignement du français à 2 heures hebdomadaires. D'autre part, en 1882-83, le conseil scolaire de la province de Turin, dont la vallée d'Aoste dépendait, décida que le français devait être enseigné en dehors de l'horaire normal des leçons. Ainsi, dès 1884, débuta l'introduction de l'italien comme langue d'enseignement à l'école primaire. Finalement, en 1885, l'enseignement du français fut réduit dans toutes les écoles valdôtaines au rang de matière facultative à enseigner en dehors de l'horaire scolaire. À partir de 1881, l'italien devint l'unique langue officielle dans le domaine de la justice. Par ailleurs, on imposa aux Valdôtains la bureaucratie étatique et le service militaire, dont ils étaient jusqu'alors exemptés. Et les auteurs qui écrivaient en français étaient souvent suspectés d'antipatriotisme et de trahison. En 1897, un groupe d'exilés et d'immigrés valdôtains fonda à Paris une union valdôtaine avec des succursales à Lyon et à Grenoble. Mais elle apparut seulement comme un projet extérieur sans aucun retentissement. En 1909, la Ligue pour la protection de la langue française comme la langue maternelle de la vallée d'Aoste eut plus de succès. Cette ligue, plus connue sous le nom de Ligue valdôtaine, Comité italien pour la protection de la langue française dans la vallée d'Aoste, de sensibilité modérée et légaliste, dirigée par Anselme Réan et l'abbé Joseph-Marie Trèves, avait pour but de défendre l'enseignement et la co-officialité du français, sans aucune revendication politique. En 1911, elle exigea la dérogation à la loi Gredaro, du nom de Luigi Gredaro, ministre de l'Instruction publique, qui enlevait aux municipalités le droit d'embaucher des maîtres, de sorte que les maîtres originaires du pays étaient remplacés par des Italiens. En 1917, la France, pas rancunière, décide d'envoyer des renforts à l'Italie en guerre contre l'Autriche. À nouveau.
La 10e armée, composée de 2 divisions de chasseurs et 11 régiments d'artillerie lourde de campagne, et en décembre 1917, les renforts prennent le nom de Forces françaises en Italie, composées de la 10e armée et de ses renforts. En octobre 1918, les forces françaises en Italie sont intégrées à la 12e armée italienne commandée par le général Graziani. Au sortir de la Première Guerre mondiale, la Ligue valdôtaine tenta d'inclure dans le traité de Versailles une clause de protection des groupes ethniques et linguistiques francophones, et proposa plus tard à la Suisse d'incorporer la vallée d'Aoste à la Confédération en tant que nouveau canton. Elle en exposa les conditions dans un mémorandum adressé au ministre des Affaires étrangères italien, Sidney Sonnino, contenant des revendications wilsoniennes inspirées des concessions faites aux Tyroliens du Sud. Les demandes étaient seulement de nature linguistique, assortie d'une timide requête d'autonomie administrative, ainsi que celle de l'ouverture d'un consulat français à Asti. Entre 1923 et 1925, se produisit une scission au sein de la Ligue valdôtaine. Le groupe dirigeant, mené par l'avocat Anselme Réan, proche du Parti populaire italien, avec le journal La Patrie valdôtaine, chercha à s'imposer comme intermédiaire avec Rome pour obtenir des concessions culturelles et sauvegarder les valeurs traditionnelles en échange de la fidélité politique. C'est pour cette raison que Réan appela à voter pour les fascistes aux élections du 6 avril 1924. L'autre groupe, dirigé par l'activiste Joseph-Marie Trèves, fonda en 1923 le groupe valdôtain d'action régionaliste, GVAR, influencé autant par le PPI de Luigi Sturzo que par le parti sarde d'action d'Emilio Lussu. Il tenta de maintenir l'enseignement du français par des réunions avec les catéchistes et par des écoles clandestines entretenues par les paroisses en collaboration avec les instituteurs locaux. L'italianisation massive sous le régime fasciste. Les demandes du groupe valdôtain d'action régionaliste, adressées au ministre de l'Instruction publique italien, Giovanni Gentile, n'obtinrent aucun résultat. En novembre 1925, le gouvernement fasciste supprima l'enseignement du français au primaire. Il fut même éliminé du secondaire comme seconde langue étrangère, remplacé par l'allemand en 1926. La Ligue valdôtaine tenta de mettre en place un système scolaire parallèle, subventionné par les syndics, afin de constituer un réseau d'écoles privées en français. Mais le préfet fasciste fit avorter cette tentative lorsque, en 1923, Benito Mussolini l'autorisa à supprimer 108 écoles de hameaux, dernier bastion contre l'italianisation. On italianisa 18 000 patronymes valdôtains et on changea aussi les noms des villages et des rues. Le fascisme mena une politique d'italianisation oppressive et de colonisation bureaucratique et industrielle avec l'arrivée d'une main-d'œuvre immigrée venue du reste de l'Italie. Ainsi, en 1936, les Valdôtains cessèrent de former la majorité de la population de la ville d'Aoste. La Ligue valdôtaine fut remplacée par la jeune vallée d'Aoste, antifasciste et politiquement éclectique, dirigée par Joseph-Marie Trèves, Rodolphe Coquillard et le notaire Émile Chanoux, spécialiste en droit des minorités et directeur de la revue Le Duché d'Aoste, organe du groupe dans lequel les activistes valdôtains attaquaient la politique d'italianisation et réclamaient la décentralisation administrative. En faisaient partie également Joseph-Marie Alliot, Alfonso Tieba, Ferdinando Bionaz, Jean Proman, Pierre-Samuel Gerbaz, Émile Lexer et l'ingénieur Binel. À partir de 1938, Émile Chanoux dirigea l'organisation. En juin 1940, Mussolini, profitant de l'invasion de la France par le régime nazi, déclare la guerre à la France.
ce que l'histoire retient comme un coup de poignard dans le dos. Les forces italiennes regroupent 22 divisions, soit plus de 300 000 hommes, mais peu entraînés, mal équipés et peu motivés. Malgré tout, ces forces lancent quelques attaques entre le 11 et le 19 juin. Elles sont repoussées. Des attaques aériennes italiennes sur Toulon et les aérodromes du secteur sont repoussés, et l'aviation française attaque les terrains de Gênes et de Turin. Le 23, les Italiens s'emparent d'une petite partie de Menton. Partout ailleurs, les forces françaises résistent, bien qu'étant en infériorité numérique. Partout, les forces françaises se battent vaillamment. Les pertes italiennes sont d'environ 6 000 hommes et d'environ 250 soldats pour l'armée française des Alpes. La bataille des Alpes prend fin avec l'armistice du 24 juin 1940, signé entre la France et l'Italie. La déclaration de Chivasso et la résistance valdôtaine. Chanou défendait l'idée que si, après-guerre, l'annexion à la France ou à la Suisse n'était pas possible, il fallait former une Italie fédérale avec l'autonomie la plus large possible. L'historien Frédéric Chabot était partisan de l'autonomie administrative et culturelle dans un État unitaire. Le 19 décembre 1943 eut lieu la réunion de Chivasso entre les différents chefs autonomistes. Émile Chanou et Ernest Page représentaient la vallée d'Aoste. Osvaldo Coïsson, Gustavo Malan, Giorgio Peronel et Mario Alberto Rollier étaient les délégués des vallées vaudoises. Ce sont les thèses de Chanou, partisan de la création d'un canton de style suisse pour la vallée, qui s'imposèrent. Ainsi fut rendue publique la déclaration de Chivasso, dans laquelle il réclamait la reconnaissance de la réalité ethno-linguistique des vallées alpines, l'autonomie administrative et économique, une réforme agraire, des réponses aux problèmes sociaux tels que l'immigration, aux problèmes fiscaux et à la situation scolaire. Le document fut transmis au Comité de libération nationale de l'Italie du Nord et fut publié sous le titre italien Federalismo e Autonomia dans les cahiers l'Italia Libera. Au lendemain de l'armistice du 8 septembre 1943 et de l'occupation allemande de l'Italie septentrionale, les hommes du 4e régiment alpin de l'armée italienne abandonnèrent les casernes, tandis que les troupes allemandes, sous les ordres du colonel Schmidt, commencèrent à occuper la vallée d'Aoste. Émile Chanou, de retour en vallée d'Aoste, en provenance de Chambéry, où il était sous-lieutenant d'infanterie, se remit en contact avec les antifascistes, définissant les finalités et les modalités de la lutte partisane. Il est le chef incontesté de la résistance valdôtaine. En mai 1944 est constitué le mouvement de la résistance valdôtaine, MRV, lors d'une réunion à Cogne entre Lazzaro, Frédéric Chabot, René Chabot, Plic, alias le capitaine Joseph Cavagné, Berti et d'autres, tandis que le commandant Mézard, Cesare Lietti, constituait à Cogne le comité de libération nationale. Mais le 8 mai 1944, Chanou fut fait prisonnier avec Lino Binel, torturé et assassiné en prison par les fascistes de la République de Salo. Cela réveilla les sentiments séparatistes et les effectifs des partisans nationalistes augmentèrent. Le général de Gaulle, le Val d'Aoste et la frontière des Alpes. Dès la chute de Mussolini, le 25 juillet 1943, de Gaulle prévoit l'avenir et déclare 2 jours après « L'écroulement du fascisme italien peut poser prochainement la question du règlement des comptes. » Or, il est bien évident que malgré la situation terrible où se trouve encore notre pays, un tel règlement ne saurait être ni valable ni durable sans la France.
Dans une note adressée le 2 août suivant par le Comité français de libération nationale aux gouvernements américains et anglais, il attire l'attention de ces derniers sur l'importance essentielle d'une participation française d'abord aux négociations d'armistice, puis aux délibérations et aux décisions des organismes auxquels il appartiendra d'assurer l'exécution des conditions qui seront imposées à l'Italie. Mais nos amis anglo-américains s'arrangent pour signer le 3 septembre 1943 l'acte de capitulation italienne, sans en aviser De Gaulle qui prend très mal la chose. Il ne s'estime donc lié ni par l'armistice franco-italien du 24 juin 1940, ni par l'armistice de 1943, et se considère donc toujours en guerre avec l'Italie. En effet, l'état d'esprit des Français reste sensible au coup de poignard dans le dos des Italiens contre la France le 10 juin 1940. Et il n'y aurait pas de réconciliation avec l'Italie sans un règlement de compte préalable, notamment la rectification des frontières. Le 26 décembre 1944, le gouvernement provisoire de la République française décide de constituer un commandement du secteur des Alpes confié au général Doyen. Le détachement d'armée des Alpes est appelé à tenir un front de plus de 350 km en face de forces allemandes et italiennes. De Gaulle envisageait de lancer des unités militaires françaises au-delà de la frontière des Alpes pour y occuper une zone dépassant largement la frontière actuelle. Un mémorandum relatif aux revendications françaises sur la frontière des Alpes, porté sur les secteurs suivants: col du Petit Saint-Bernard, plateau du Mont-Cenis, Montabor, Tende et la Brigue. Les interventions, ou plutôt les intentions du général de Gaulle ont conduit à mettre en place, à la veille de l'offensive générale de mars-avril 1945, un dispositif politico-militaire qui va permettre aux unités du détachement d'armée des Alpes de pénétrer en territoire italien. Les opérations militaires commencent le 23 mars au sud et au sud-est du col du Petit Saint-Bernard. Elles se poursuivent début avril à proximité du col du Mont-Cenis, qui est enlevé au prix de combats sévères. Le 26 avril, le col de l'Arche se trouve dégagé et les troupes françaises prennent le massif de Losion. À l'issue de très durs combats, 74 tués, 605 blessés et 17 disparus du côté français, 600 tués, 242 prisonniers du côté allemand. Quelques jours plus tard, ils occupent la moyenne vallée de la Roya, parviennent à Fontan, Saorge et Vintimille, atteignent Tende le 26 avril et Bordighera. Le col de la Lombarde tombe entre les mains des troupes du général Doyen. Vinadio est atteint peu après, puis Borgo San Dalmazzo. Plus au nord, elle progresse en occupant Clavière, Cézanne, Oulx, Bardonèche, Suse le 28 avril. Avançant de la vallée de la Doire, Ripert jusqu'à Boussolène et Rivoli, aux portes de Turin, et arrive à Fenestrelle dans la vallée du Cluson. Il est à noter qu'au sein des troupes françaises figuraient des tirailleurs algériens et sénégalais, qui, eux, étaient de vrais alliés pour nous. Le général Doyen raconte: c'est dans cette atmosphère de poussée en avant victorieuse que je reçus un télégramme absolument inattendu émanant du général américain Devers, m'ordonnant de façon impérative d'arrêter mes troupes et de leur faire repasser la frontière. Cet ordre était la conséquence de l'armistice conclu entre le maréchal italien Badoglio et les Alliés, auquel la France n'avait pas été partie, et qui prévoyait que seuls les Anglais et les Américains, selon leur tradition, étaient habilités à occuper l'Italie.
les Français ne furent pas autorisés par les Anglo-Américains à participer au défilé de la Victoire qui eut lieu à Turin le 6 mai 1945. Merci, messieurs les Anglo-Américains. La Direction générale d'études et recherches, relevant du général de Gaulle, avait envoyé des missions à la suite des troupes françaises combattantes dans le but de recueillir des renseignements et sondages relatifs aux sentiments des populations locales, faire de la propagande par voie de tracts et d'affiches, organiser des consultations populaires destinées à vérifier la volonté de rattachement des populations locales à la France. Le 19 mai, le secrétaire d'État américain délégué Crew eut un entretien avec Georges Bidault, ministre des Affaires étrangères du gouvernement provisoire, et lui notifia la demande de retrait des forces françaises du nord-ouest de l'Italie et de cessation des activités de quelques annexionnistes français irresponsables. Les États-Unis souhaitaient endiguer la montée du communisme en Italie et ne voulaient pas déstabiliser le régime mis en place. De Gaulle pouvait difficilement passer outre à cet ultimatum américain. Le 9 juin, De Gaulle envoie au général Doyen ce télégramme. Pour des raisons supérieures d'ordre international et quels que puissent être nos sentiments dans le présent et nos intérêts dans l'avenir, j'ai décidé de ramener les troupes jusqu'à la frontière de 1939. Vous vous efforcerez de faire comprendre aux populations intéressées au-delà de la frontière de 1939 que le départ de nos troupes ne change rien à nos résolutions à leur égard. Les maquisards réussirent à libérer le pays le 28 avril 1945, avant l'arrivée des Français et des Américains, qui, après l'offensive du printemps 1945, occupèrent Intro, Valsavarenches et Rheims-Notre-Dame jusqu'au 5 mai 1945, de manière à garder intact le complexe industriel de la vallée. René Chabot se réunit avec les officiels britanniques et américains à Saint-Vincent, tandis que se produisaient des manifestations réclamant un plébiscite permettant de choisir entre trois options: s'unir à la France, proclamer l'indépendance ou devenir un canton suisse. Le 18 mai 1945, à Host, on rendit hommage à Chanou. La manifestation provoqua des heurts violents entre communistes et autonomistes, qui se terminèrent par la démission du préfet. Frédéric Chabot fit partie du CLN-AI, comme représentant du parti d'Action, opposé à l'annexion à la France, et voyagea avec le CLN à Milan et à Turin. Le décret législatif 12 du 7 septembre 1945 transforma la vallée en région autonome provisoire au sein de l'État italien, tandis que la vallée était déclarée zone franche. L'avant-projet fut présenté par Chabot lors d'une réunion de syndics à Host le 26 août 1945. L'ancienne province d'Ost, qui s'étendait sur 4 459 km², se vit réduire à 3 262 km², car elle céda à la province de Turin 1494 km² de territoire correspondant à l'amphithéâtre morénique d'Ivray et de Canavis, et 3 km² du col du Petit Saint-Bernard à la France, selon les clauses du traité de Paris du 10 février 1947. En septembre 1945 naquit l'Union valdôtaine, parti successeur de la JVA, qui prétendait regrouper tous les secteurs de l'autonomisme et représenter les intérêts locaux. Il tenta d'attirer l'attention des Alliés sur la situation valdôtaine et de faire en sorte que le problème valdôtain soit débattu à la conférence de paix, tout en demandant un plébiscite ou un accord bilatéral
entre la France et l'Italie pour régler définitivement la question. Pour ce faire, l'Union valdôtaine souhaitait que l'autonomie valdôtaine reste garantie jusqu'à nouvel ordre par une tutelle internationale. Ce sont finalement les thèses de Chabot qui se sont imposées. L'autonomie au sein d'un État italien unitaire, lequel constituait l'espace économique naturel de la vallée. En janvier 1946, le Conseil de la vallée, composé de 35 membres, commença à fonctionner. Il va orienter la vie politique locale. L'article 116 de la nouvelle Constitution italienne consacra l'existence de 5 régions autonomes, dont l'une, la vallée d'Aoste, approuva son statut spécial en 1948. À partir de là, l'Union valdôtaine eut une politique très agitée, alternant l'exercice du pouvoir. Les coalitions avec la démocratie chrétienne et l'opposition en fonction de ses orientations vers la gauche ou la droite. Il est à noter que le tunnel routier du Mont Blanc, inauguré en 1965 par le général de Gaulle et le président italien Saragat, relie Chamonix-Mont Blanc, en Haute-Savoie, à Courmayeur, en vallée d'Aoste. Il a permis le désenclavement du Val d'Aoste par rapport à la France. De nombreux Valdôtains de souche ont quitté leur pays à partir du XIXe siècle en raison de la pauvreté, mais aussi poussés vers l'extérieur et remplacés pour des raisons politiques par des Italiens. Pour beaucoup de Valdôtains, l'émigration deviendra un choix obligé. La destination principale est la France, et en particulier la périphérie parisienne, le Valois-Perret, où on dénombre au début du XXe siècle entre 10 000 et 12 000 Valdôtains. Le cadre économique va changer radicalement dans les années 1910 avec l'utilisation de l'énergie électrique dans le secteur industriel. De nombreux groupes étrangers à la vallée, piémontais, lombards, vont réaliser d'importantes infrastructures et s'installer dans la basse vallée. C'est le cas de la Cogne à Aoste. Moderne usine sidérurgique dotée de hauts fourneaux électriques, la Soie et la Brambilla à Châtillon et Vérès, qui opéreront dans le textile, et de la Ilsa de Pont-Saint-Martin qui produira des aciers spéciaux. Cette moderne industrialisation va déterminer de nombreux flux d'immigration du Piémont, des Vénéties et plus tard du sud de l'Italie. Mais, paradoxalement, ne va pas arrêter l'émigration des Valdôtains. En effet, ces derniers feront l'objet de discriminations dans les embauches et seront délibérément boycottés par les dirigeants de ces compagnies qui leur préfèrent des ouvriers italiens. La création de la province d'Oste par Mussolini en 1927 va déterminer une nouvelle immigration, celle des fonctionnaires qui vont occuper tous les principaux postes de l'administration. En 1927, de 20 fonctionnaires de la préfecture, 2 seulement sont valdôtains. En 1929, les dépendants de la province dépassent les 70. Mais les employés valdôtains ne sont pas plus de 10, et aucun d'eux n'a une charge directive. On l'a vu, le régime italien évolue dans le sens d'une centralisation croissante qui culminera avec le triomphe de la dictature mussolinienne. Les coups portés au particularisme valdôtain sont de plus en plus nombreux, mais la phase qui s'amorce dans les années 20 apparaît marquée par une violence sans précédent, tant de la politique menée par Rome vis-à-vis de la vallée d'Aoste que des réactions qu'elle suscite dans la région. La période mussolinienne s'avéra cruciale et funeste pour la minorité valdôtaine. Le Duce continue la politique d'italianisation, mais d'une façon infiniment plus brutale et plus radicale qu'auparavant. De nombreux chercheurs vont jusqu'à parler d'ethnocide
et de linguicide pour qualifier l'action du fascisme qui entreprit d'extirper complètement la langue française de la vallée. Le français dut disparaître des écoles, du cadastre, des registres municipaux, des enseignes, des inscriptions publiques, des actes notariés. Les écoles de hameaux furent supprimées et on alla jusqu'à changer les noms des communes et des localités. La presse se vit muselée et progressivement italianisée. Pour l'abbé Trèves, la vallée d'Ost était entrée dans une période de ténèbres. Mais peu sont ceux qui en prennent conscience dès le début. Le régime, en effet, aura de solides bases dans la vallée comme dans toute la péninsule. La création de la province d'Ost en 1927 lui valut même un vaste consensus, tandis qu'en réalité le régime essayait de noyer le particularisme valdôtain en réunissant en une seule province la vallée d'Ost francophone, 73 communes et 82 769 habitants, et le Canavet italophone et beaucoup plus peuplé, 112 communes et 167 633 habitants. Pays d'Ost souverain est un mouvement paysan pour l'indépendance de la vallée d'Ost, qui compte actuellement environ 8000 sympathisants. Tout en n'étant pas un parti politique, ce mouvement vise à influencer les choix politiques des partis autonomistes en faisant valoir le poids électoral de ses membres. Il organise entre autres des conférences et il a publié un statut de points fondamentaux sur lesquels une future vallée d'Ost indépendante devrait se baser. Son porte-parole principal est Philippe Miret, chanteur-auteur local, connu surtout pour les chansons en patois valdôtain. Le symbole du groupe est un drapeau rouge et noir avec une croix blanche au milieu. À mon avis, 3 options s'ouvrent désormais aux Valdôtains: l'indépendance, l'annexion à la Suisse, l'annexion à la France. Cependant, une 4e option serait envisageable: la transformation du statut du Val d'Ost en co-suzeraineté, à l'image de la co-suzeraineté d'Andorre, avec comme co-suzerains les présidents des républiques françaises et italiennes. Le pouvoir exécutif serait assuré par le président élu par le Conseil, le Conseil de la vallée d'Ost assurant la représentation de la population valdôtaine exercerait le pouvoir législatif, approuverait le budget de l'État, donnerait l'impulsion à l'action publique du gouvernement et la contrôlerait. Une constitution serait adoptée par référendum. Ce qui s'est passé au Val d'Ost depuis 1860 est un ethnocide. L'ethnocide est la destruction de l'identité culturelle d'un groupe ethnique, sans nécessairement détruire physiquement ce groupe, ce qui serait alors un génocide, et sans forcément user de violence physique contre lui. Un ethnocide peut être la conséquence d'une politique d'État. Ce fut bien le cas au Val d'Ost. Aux descendants du peuple celte des Salas de prendre désormais ses destinées en main. C'est possible.